Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je voudrais tout d'abord dire ma fierté le jour où Patrick Kessel et d'autres, qui sont entre-temps devenus mes amis, m'ont demandé de présider le prix de la laïcité. Une fierté ressentie en raison des personnes qui m'ont précédé dans cet exercice et bien entendu des lauréats précédents. Une fierté qui, au fil des réunions, s'est muée en reconnaissance en raison de la qualité des débats, de la qualité des écoutes, de la qualité de l'échange et des partages. Et les discussions. Quelles discussions! Celles-ci furent passionnées ô combien et passionnantes, riches en arguments et perspectives, et toujours, je dis bien toujours, fraternelles. Les choix que nous avons arrêtés aujourd'hui n'ont pas été aisés tant il est vrai que l'on trouve 1000 causes à soutenir, 1000 noms à honorer au fronton de ce bien commun et universel qu'est la laïcité. Ce choix est donc le fruit de nos opinions, de nos convictions, mais je dirais surtout d'abord de nos expériences. Et ce choix, nous l'avons pourtant arrêté d'un commun accord, tant il est vrai que nous parlons entre nous une langue commune, celle de la raison, celle qui fait que la laïcité, au fond, comme l'a dit Patrick, n'est pas autre chose que la laïcité. Dans son dernier roman étincelant et polysémique, qu'est 2 ans, 8 mois et 28 nuits, Salman Rushdie décrit ce moment où l'irrationnel s'invite sur terre par la magie d'insupportables djinns qui s'amusent afin de créer le chaos et de préparer leur tyrannie sur notre monde, qui s'amusent à dissocier, à détacher les mots de leur signification. Le résultat de ce jeu terrible est qu'il distille sournoisement dans ce roman bien sûr, une forme toute particulière de violence, celle où la haine se présente avec le masque de la tolérance, celle où l'agression se présente avec l'impression de la défense. Et puis viennent aussi les menaces de ceux qui se prétendent menacés. Le couteau, affirmant qu'on cherche à le poignarder. Le poing, accusant le menton de l'avoir attaqué. Bref, ces temps sombres où l'agresseur devient agressé et l'assassin une victime. On aura bien compris ici combien Rushdie relate son expérience personnelle d'éternel paria pris au piège d'une langue qui n'est pas la sienne, inventée par un mollah fou et qui l'assigne à une résidence dans un statut qui n'est pas le sien. Voilà bien résumé l'enjeu des prix que nous allons remettre, des 3 prix que nous allons remettre, défendre et promouvoir la laïcité et pour ce faire, redonner aux mots leur sens, leur vrai sens, tout leur sens, réveiller leur signification et ne pas laisser s'installer cette dérive qui conduit à une novlangue ouvrant la voie à je ne sais quel totalitarisme primitif. J'ai dit que le choix des lauréats avait été déterminé surtout par nos expériences respectives. Alors, pardon d'évoquer la mienne qui est tissée de ce mercredi 7 janvier 2015 que je n'effacerai jamais de ma mémoire. Ce jour-là, cet après-midi-là, Yves, tu t'en souviens, tu étais là, dans la salle de rédaction de Marianne, je vais essayer de ne pas craquer, nous venions d'apprendre que Tignous ne dessinera plus, que le plus pacifique des hommes, le plus pacifique d'entre nous, résistant sans armes, était tombé au champ de l'horreur en première ligne du combat du fanatisme. Tignous avait un style et un cœur énormes. Il n'y avait pas plus étranger que ce gars de Montreuil à la société de cour ou à la société de spectacle. Son engagement envers les oubliés, les fêlés, les cabossés de la vie était total et était têtu. C'est pour cette raison d'ailleurs que ses dessins, ses reportages devaient donner à voir non pas la caricature des êtres, mais la vérité des visages derrière les masques. Même quand il affublait ses personnages de gros nez, Tignous les aimait.
Il n'était jamais méchant avec les hommes et les femmes qu'il croquait, mais en revanche, il savait être teigneux ô combien quand il ferraillait contre tous les obscurantismes de notre époque, et je dis bien tous les obscurantismes, qui montent en haut du cocotier médiatique et qui se prennent pour des idées. Ouvrir ces albums encore aujourd'hui, et je devrais dire surtout aujourd'hui, c'est se rappeler que la France, l'identité de la France, au moment où on se gargarise du mot identité, que l'identité de la France, c'est le Gargantua de Rabelais et le traité de la tolérance de Voltaire. C'est les bijoux indiscrets de Diderot, le roman de Renard et San Antonio de Frédéric Dard. Le peuple, Tinius, n'avait pas besoin d'aller le chercher dans les livres ou dans les discours des sociologues, ces experts en expertologie, du type Raphaël Gaugier ou Manuel Todd, pour le comprendre. Ce n'était pas à se descendre d'Eugène Daby, l'auteur d'Hôtel du Nord, qu'il fallait raconter des fadaises telles que le fanatisme religieux et la revanche des opprimés, où la barbarie, impérialisme et la barbarie islamiste se nourrissent mutuellement et autres balivernes du même tonneau. Tout simplement parce qu'il était de ce peuple. Voilà pourquoi il savait avec tant d'acuité et de générosité donner la parole à ceux qui en étaient privés. Ce qui le rendait en colère, en revanche, c'était tous ces bavards qui occupent tous les tréteaux pour nous répéter matin, midi et soir, en se tortillant: je soutiens la liberté d'expression, mais je reconnais le droit au blasphème, mais l'apostasie, c'est un droit, mais je suis pour la laïcité, mais... Oh, disant cela, j'ai parfaitement conscience que certaines personnes tenant ce type de discours ne se rendent pas forcément compte combien la somme de leur accommodement déraisonnable prépare le terrain à cette position démissionnaire que l'on pratique en tout lieu. Je n'ignore pas que ceux qui tiennent ces propos ont la bonne conscience d'être conciliants au point de rappeler la boutade de Churchill: un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé. Au fond, ceci m'a remis en mémoire une apostrophe célèbre lancée par le jeune philosophe Valentin Feldman, un des fusillés du Mont Valérien, qui avait pris la place d'un autre résistant. « Imbécile, c'est pour vous que je meurs. Imbécile, c'est pour vous que je meurs », avait-il lancé ce 27 juillet 1942 en s'adressant aux soldats allemands qui s'apprêtaient à le cribler de balles. Et moi, il me plaît à penser, depuis ce 7 janvier, que chacun des morts de Charlie Hebdo aurait pu prononcer cette phrase et l'adresser au visage de leur assassin, mais aussi à tous ceux, si nombreux, qui regardaient ailleurs, mais aussi à ceux qui ont manqué et qui continuent encore maintenant, toujours, de manquer, de vouloir nous faire croire que la laïcité n'est pas la laïcité et que ces résistants qui sont tombés ne sont pas tombés pour notre commune liberté. Merci.